ce que je vous propose, c'est qu'on se mette à parler un peu du futur. Ben, qu'est-ce que tu sais du Yes. futur? Tu sais des Et choses? dans la mesure où je suis pas un gourou de secte, je connais pas grand-chose au Je futur. suis presque déçu. En tout cas, j'ai pas du tout la prétention d'y connaître quoi que ce soit. Mais oui, bah en fait, faut avouer que ça faisait plutôt une belle transition vers la science-fiction. Alors avant de commencer à parler de ce pourquoi je suis venu, voilà, je vous dis, si vous voulez me poser des questions, m'interrompre pour me poser des questions, ou si vous avez des remarques à faire à un moment de mon intervention, mais n'hésitez surtout pas, que ce soit Marc ou Alex qui est là, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Dans la, Très bien, Bah en parfait. fait, ça me dérangera pas Ça dans la sera fait. mesure où vous voulez pas forcément structurer de manière très précise, donc voilà, ça me dérange absolument pas. Alors quand je dis que je vais vous parler de science-fiction, bien sûr, ça mérite de préciser un petit peu ce dont il va s'agir. Je vais pas vous parler de toute la science-fiction parce que bah, déjà, je connais Mhm. pas tout pour commencer. Et surtout, même si c'était le cas, ce serait beaucoup trop long. C'est un vaste sujet s'il en est. Donc ça me paraît pas impertinent pour ma première intervention de commencer par une espèce de petite introduction. Une introduction à la science-fiction, oui et non. Je vais vous parler essentiellement de deux œuvres de science-fiction, deux romans qui m'ont personnellement permis de vraiment me plonger à fond, mais vraiment à fond. J'ai été happé, pour ainsi dire, après avoir lu ces deux romans, dans la science-fiction. Je vais vous parler un petit peu de ces romans, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est la science-fiction. On pourrait commencer par une espèce de définition. Bon, déjà, définition, premier problème, il n'y a pas une définition. J'en ai cherché, voilà, je vais vous le dire, je me suis pas cassé la tête, j'ai tapé science-fiction définition sur Google. J'ai pris les trois premières, en fait, du haut en bas de ce qui m'a été proposé, et je suis tombé sur trois définitions qui sont plus ou moins, quand même assez différentes. Je vais vous les lire, vous allez voir, c'est très rapide, ça tient en quelques mots. La première, c'est genre Vas-y. littéraire et artistique qui décrit un état futur du monde en extrapolant les données de la science ou de la technologie. La Oh. seconde, Ça me paraît pas ça me mal. paraît pas trop mal, ouais, non, mais ça me paraît pas trop mal non plus. Ouais, jusque-là, tout va bien. La seconde, genre littéraire et cinématographique qui invente des mondes, des sociétés et des êtres situés dans des espaces-temps fictifs, entre parenthèses souvent futurs, impliquant des sciences, des technologies et des situations radicalement différentes. Ah, il est plus tordu celui-là. C'est déjà plus précis, en fait, aussi de ce qu'est la science-fiction, parce que la science-fiction n'est pas obligée de se passer dans le futur, ça peut aussi se passer dans le passé, donc ça me paraît déjà plus juste. Ok. Et la troisième, qui est la plus longue, sans être beaucoup plus longue que celle que je viens de citer, genre littéraire et cinématographique décrivant des situations et des événements appartenant à un avenir plus ou moins proche et à un univers imaginé, en exploitant ou en extrapolant les données contemporaines et les développements envisageables des sciences et des techniques. Fin de citation. Franchement, ça fait pas mal. Ok. Ok. Ça me fait plus penser à la définition de la... La dystopie. Ouais, pas forcément de la dystopie, mais de la hard science, quoi. Utiliser les données actuelles pour créer un monde Alors futuriste. justement, c'est très bien que tu parles de hard science parce que j'ai pour projet de faire, si ça marche bien, enfin, si ça vous convient, peut-être de revenir sur cette émission pour reparler un peu plus d'autres formes de science-fiction, Nice. parce que la beauté de la chose de la SF, c'est qu'il n'y a pas qu'un type de SF. La SF, c'est un genre qui englobe des sous-genres qui sont très nombreux. Moi, j'en compterai 8 principaux, donc il y a matière à faire encore 8 petites émissions là-dessus. Cool. Et la hard science-fiction, ça en fait partie, et tu as raison. Ces définitions, à mon sens, elles sont, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais elles me paraissent pas spécialement mauvaises, Non, bien sûr. mais elles me paraissent pas non plus forcément très justes. Moi, j'ai pas la prétention de vous donner une définition juste de la SF, je sais même pas si ça existe totalement. Mais toujours est-il que dans ces trois définitions, on y retrouve des thèmes vraiment très principaux et récurrents. Déjà celui de la science. Mhm. Déjà c'est bête à dire, mais c'est dans le nom, la science-fiction. Et celui de la fiction, Celui de du la coup. fiction, bien sûr. Eh oui. Et bien sûr lié au développement, alors technologique certes, mais pas uniquement. En fait, au développement et à l'évolution des sociétés. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter, commentaire personnel. Non, pas spécialement, t'as déjà tout dit, c'est juste que la description de la science-fiction, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à décrire. Moi, ce que je pourrais à la rigueur conseiller à tout le monde, c'est d'aller visionner
une superbe vidéo YouTube qui a été créée par Nexus 6, qui est une super chaîne dédiée à la science-fiction et qui a fait notamment une vidéo qui s'intitule J'aime pas la SF et qui parle justement un peu de qu'est-ce que la SF et pourquoi est-ce qu'on peut pas dire qu'on n'aime pas la SF, parce qu'en fait la SF Eh ben Marc, c'est c'est très bien, fait tu tout et fais ma n'importe quoi. transition pour moi, ce qui me laisse moins de boulot à faire, parce que j'allais justement... Mais non, mais c'est vrai, j'allais justement citer, bien sûr, Nexus 6, Nickel. parce que j'allais faire une espèce de diatribe sur j'en vois arriver qui disent ah la SF c'est pas mon truc, j'aime pas trop ça, etc. Bon, mais c'est très bien, ça m'économise de le faire parce qu'en plus c'était très maladroitement tourné et je pense que j'aurais eu l'air pédant quand il arrive de le faire, comme je sais aussi bien le faire d'ailleurs. Mais donc merci Marc. Mais je t'en prie, toujours un plaisir. Ben voilà, on va couvrir le sujet très vite. En fait, la SF, je pense, hein, c'est un avis qui est intimement personnel, mais je pense que c'est ouvert à tout le monde. Oui, Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. bien sûr. Comme je l'ai dit, la SF, c'est pas juste un genre, en fait. Bien sûr, c'est un genre, mais qui se décline en tellement de sous-genres, qui aborde tellement de thèmes de manière tellement variée, tellement différente. En fait, moi, je dirais que la seule limite de la science-fiction, c'est l'imagination de l'auteur et celle des lecteurs. C'est beau. Donc, on est face à un genre dont les possibilités et les combinaisons sont virtuellement illimitées. Et en partant de ce constat, je ne vois pas comment on peut ne pas aimer la science-fiction de manière absolue. Donc je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde, et tu l'as dit, il y a une vidéo qui finira de vous convaincre mieux que je ne pourrais le faire, qui est celle du Nexus 6, comme tu as dit, une chaîne YouTube qui parle de science-fiction, et dont la vidéo que tu as mentionnée, j'aime pas la SF, point d'exclamation, Ça, j'ai oublié le point d'exclamation. Ouais. résume très bien la chose. Oui, non mais c'est très bien fait, et puis comme ils en parleront mieux que moi, donc autant que vous allez voir, Non, mais c'est cette... clair, autant. Et puis ils ont pas non plus énormément d'abonnés, donc autant faire Ah oui, mais découvrir cette chaîne clairement, qui est qui est fantastique génial, à plein de monde, ouais. à nos 43 abonnés à nous, tu sais. Une dernière chose pour en revenir à ces définitions que je trouve qui manquent, c'est que à chaque fois ou quasi systématiquement, c'est genre littéraire et cinématographique, c'est relativement limité. Oui. Bon après, on peut pas leur en vouloir de pas avoir fait la liste de tous les médiums qui peuvent être utilisés, mais on le retrouve également en bande dessinée et c'est notamment pas du tout négligeable dans le domaine vidéoludique. Ah, clairement pas, ouais, c'est Moi, clair. j'ai essentiellement fait mon approche de la SF au travers des jeux vidéo, je vous le dis, donc c'est vraiment pas négligeable. Je pense notamment comme vecteur d'approche pour les plus jeunes, c'est un cliché, mais un petit peu quand même. Je pense qu'il y a un petit peu de vérité là-dessus. En fait, mon projet aujourd'hui, c'était d'essayer de vous présenter deux œuvres en fait littéraires, comme je l'ai dit, deux romans qui m'ont propulsé dans cet univers-là. Deux romans, d'ailleurs, je pense idéal pour se plonger vraiment dans la SF. Pour les prochaines émissions, si j'en fais à venir, ce sera toujours en fait une présentation qui sera accompagnée d'un exemple littéraire, peut-être des films aussi, on verra Cool. comment ça se passe. Super. Alors les deux romans que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est Stalker, Pique-nique au bord du chemin, qui a été écrit par Boris et Arkady Strugatsky, deux auteurs très connus de science-fiction, deux Russes, qui ont écrit notamment à l'époque de l'Union soviétique, puisque ce livre a été écrit en 1972. Le second roman, c'est Solaris. Solaris qui a été écrit par Stanislas Lem en 1961. Il s'agit cette fois d'un auteur polonais. Alors pourquoi j'ai choisi ces deux romans? En fait pour plein de raisons, et les premières elles sont bien sûr personnelles et donc subjectives. J'ai adoré ces livres. Vraiment, je les ai adorés. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Je les considère comme des véritables chefs-d'œuvre. Je les ai choisis pour d'autres raisons qui sont peut-être un peu moins personnelles. Déjà c'est des grands classiques. C'est vraiment considéré par les lecteurs de science-fiction comme étant des classiques. Ouais. C'est vraiment des livres qu'il faut, si possible, lire. Je pense que ça c'est pas mal rassurant, notamment quand on est néophyte, qu'on nous présente un livre comme étant un classique qui a été approuvé, qui a suivi et qui a survécu à la critique pendant maintenant littéralement des décennies. Ça enlève pas bien sûr le mérite des œuvres un petit peu plus obscures. On aura l'occasion d'en reparler, j'espère. J'ai choisi ces deux romans également pour des raisons pratiques, c'est qu'ils sont très courts. Pas très courts. Ils sont relativement courts, c'est pas des énormes pavés. Je veux dire, Stalker, il fait 240 pages, et Solaris, il en fait
319, 320. Donc c'est des livres Oui, ça va, c'est raisonnable. Ouais, c'est raisonnable en termes de longueur. Mm. C'est raisonnable aussi en termes d'écriture. C'est pas des romans très compliqués, c'est pas de la hard science-fiction. On aura l'occasion d'en reparler. C'est accessible. Moi, c'est des bouquins que j'ai lus, j'avais 17, 18 ans. D'accord. Ça demande peut-être une certaine maturité. C'est pas des romans jeunesse, hein, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'avoir d'énormes connaissances scientifiques. Je veux dire, moi, à 17, 18 ans, j'étais en bac L. Voilà, je veux dire, je connaissais pas grand-chose en sciences, en maths, en chimie, en physique, donc vraiment pas la peine d'être branché sur ce genre de trucs. Donc c'est vraiment, je pense, des romans qui sont tout à fait accessibles. Alors, d'autres raisons maintenant pour lesquelles je l'ai pris, je pourrais citer également les thèmes abordés par ces deux romans. C'est des thèmes qui sont souvent abordés en science-fiction. Alors, on pourrait me faire le reproche justement de choisir des thèmes qui sont extrêmement classiques, tellement classiques en fait, je vais vous dire, c'est deux romans qui sont basés sur le thème entre guillemets du premier contact. D'accord. Ok. Ça parle à tout le monde. Ah oui, grave. Ouais. Je pense, parce que c'est vraiment c'est la rencontre avec l'autre qui est incarné par la vie, forme de vie extraterrestre, etc. par excellence. Bon, c'est très classique jusque-là et ça pourrait presque en effrayer certains en se disant ouais bon voilà on va faire ça a été vu, ça a été revu 10 000 fois, on n'a pas besoin d'y revenir. Mais certes le thème est très classique, pas forcément extrêmement original. Par contre là où ces deux romans trouvent leur originalité, c'est la manière dont sont traités ces thèmes. Et c'est ça qui fait toute la différence. Je peux vous laisser entreapercevoir l'originalité du traitement de ces thèmes, si vous voulez bien, je vais vous lire la 4e de couverture. Je cite: « Des visiteurs sont venus sur Terre, sortis d'on ne sait où, et sont repartis sans crier gare. Dans les zones qu'ils ont occupées pendant des années sans jamais correspondre avec les hommes, ils ont laissé traîner des objets de toutes sortes. Objets pièges, objets bombes, objets miracles, objets que les stalkers viennent piller au risque de leur vie, comme une bande de fourmis coloniseraient sans rien y comprendre les détritus abandonnés par des pique-niqueurs au bord d'un chemin. D'où le sous-titre du livre, Stalker, pique-nique au bord du chemin. D'accord. Alors moi j'ai trouvé cette approche extrêmement originale puisque elle implique que ces formes de vie qui sont venues sur Terre et qui sont restées, comme l'indique le 4e de couverture, quand même un certain temps, n'ont pas pris la peine de se signaler outre mesure. Ils sont arrivés, ils sont restés à certains endroits très précis. Il y a 7 zones, si ma mémoire est bonne, à la surface du globe. Et ils sont repartis comme ils sont venus, sans crier gare. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est laisser des traces de leur passage, comme nous, en allant se balader sur un chemin. Si on était peu scrupuleux, on pouvait laisser derrière nous des déchets, des restes de notre pique-nique. Et c'est un petit peu la même chose. Et en fait, tout le thème en fait de ce roman tourne autour de ce questionnement de pourquoi ils sont venus. Je vous laisserai découvrir si ça vous a branché plus que ça, mais j'ai trouvé l'approche de ce thème originale. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, l'évocation. Ça a l'air cool, ouais, franchement. Ouais. Moi, je l'ai trouvé sympa, j'ai trouvé ça original. C'est pour ça que je voulais le citer. Le deuxième livre, celui de Solaris, cite: « Une équipe scientifique débarque sur Solaris, un monde inhabité tournant autour de 2 soleils. L'immense océan protoplasmique qui recouvre entièrement la planète reste depuis des siècles un irritant mystère. Dès son arrivée, le docteur Kelvin est intrigué par le comportement du physicien Sartorius et du cybernéticien Smith, qui semblent terrorisés par la visite d'une femme, Arrêt, une femme que Kelvin a autrefois aimée et qui s'est suicidée plusieurs années auparavant. Impossible, à moins l'entité n'essaie d'entrer en contact avec eux en matérialisant leurs fantasmes les plus secrets, et qu'en l'océan lui-même réside la clé de cette énigme aux dimensions planétaires. » Waouh, le synopsis est vachement bien vendu, hein, c'est incroyable. Ouais. Alors, petite précision, parce qu'ils disent une équipe scientifique débarque sur Solaris, en fait c'est pas tout à fait exact, ils débarquent pas sur la planète, en fait. Ils sont en orbite, non ? Oui, voilà, sur une station spatiale orbitale qui a été construite il y a des décennies, voire même des siècles auparavant. Il est vrai que cette planète qui a été découverte et qui est quand même très curieuse, qui sort du lot puisqu'elle est couverte d'un océan protoplasmique, comme c'est dit par la 4e de couverture, eh bien il s'avère que bon, voilà. J'en dirai pas plus parce que là c'est un peu plus difficile d'en parler sans spoiler ce qui s'y passe.
Malheureusement, contrairement à Stalker, dont on peut parler un petit peu plus sans nécessairement spoiler l'œuvre, là je pense que c'est difficile d'en parler plus. Voilà, pour ce qui est de la présentation et de la quatrième de couverture. Donc des thèmes vraiment, entre guillemets, presque bateaux pour ce qui est de la science-fiction, rien de révolutionnaire à ce niveau-là, quoique peut-être ça l'était sans doute à l'époque où ça a été écrit. Et carrément même. Je pense des thèmes qui restent toujours d'actualité, notamment dans la façon dont c'est traité. Il y a une dernière raison pour laquelle j'ai choisi ces deux œuvres et ces auteurs-là, c'est parce que au fond de moi, je suis quand même un hipster de merde et que voilà, et j'en ai marre de me le cacher. Je l'admets maintenant bien volontiers. C'est ta barbe qui nous le montre aussi d'ailleurs même. J'ai choisi ces deux livres parce que, alors dans le domaine de la science-fiction, Stanislas Lem et les frères Sturgarski sont très connus pour ceux qui lisent de la science-fiction depuis un certain temps. Je pense que c'est inévitable d'en entendre parler, mais pour les néophytes entre guillemets ou les nouveaux venus, c'est des auteurs peut-être un petit peu plus obscurs. Je voulais en parler et les choisir en priorité pour leur rendre hommage, parce que c'est vrai que ce genre d'auteurs un peu moins connus entre guillemets sont souvent éclipsés par d'autres, notamment je pense à Isaac Asimov et Philippe K. Dick, qu'on cite souvent en exemple quand on parle de littérature de science-fiction. Donc vous avez peut-être entendu parler d'ailleurs et vous avez peut-être lu. Je suis en train de lire Le Maître dit au château de Philippe K. Dick, justement. Oui, d'accord, très bien. Ok. Ouais, moi j'ai lu tout Asimov à peu près aussi, ouais, voilà. Quand j'avais à peu près 17 ans. Moi, ça a été, je pense, une de mes portes d'entrée dans la SF Asimov. C'est souvent plus avec Fondation d'ailleurs qu'avec les robots d'ailleurs. Je préfère. Enfin, Fondation, c'est vraiment fondateur, on peut dire même de la. J'ai pas du tout aimé Fondation. T'as pas aimé du tout Fondation? Pas du tout aimé. Je sais pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et j'ai lu que les 2 premiers tomes et après je suis passé à d'autres lectures en fait et j'ai laissé ça derrière moi. J'ai jamais trop pris le temps de m'y replonger. Et Philippe K. Dick, j'ai lu 2-3 petites choses, mais face à le caractère colossal de l'œuvre, j'ai vraiment pas lu. C'était donc ça le côté hipster en fait. Ah oui, le fait que j'en parle pas, c'est peut-être aussi le fait que je connais assez mal leurs œuvres. Enfin, je les connais en théorie, c'est-à-dire que je connais la portée de l'œuvre, je connais les inspirations qu'ils ont été pour d'autres artistes qui sont passés après eux. Mais j'ai lu très peu de ce qu'ils ont fait et c'est aussi pour ça, on va pas se le cacher également que j'en parle pas forcément. J'aurais pu, cela dit, lire quelques bouquins avant de faire ça. Non, mais au moins t'as une approche qui est différente, parce que c'est vrai que on aurait dit on va parler de science-fiction, tout le monde aurait directement dit là on va parler de Asimov, Cash. En fait, je voulais vendre entre guillemets des œuvres qui sont quand même relativement connues, parce que Stalker et Solaris, c'est des œuvres qui sont extrêmement connues. Stanislas Lem et les frères Sturgarski, c'est parmi les plus célèbres auteurs de science-fiction, donc c'est pas non plus très très obscur, mais quand même c'est entre les deux, disons. Suffisamment classique. C'est classique pour les gens qui s'y connaissent et c'est obscur pour les gens qui ne connaissent pas. C'est pas mainstream, pas non plus à 100% mainstream. Alors si tu dis Asimov à n'importe qui dans la rue, normalement ça va lui agiter quelques trucs, enfin ça va lui faire penser à quelque chose. Je pense plus que si tu parles des frères Strugatsky ou de Lem. Clairement oui. Clairement oui. je pense qu'il y a plus de chances que ça fasse réagir. Mais voilà, je voulais présenter leur œuvre pour toutes ces raisons en fait. Et j'insiste bien sur le fait que ces romans sont très accessibles, vraiment. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances scientifiques très poussées, il n'y a jamais vraiment besoin d'avoir des connaissances scientifiques très poussées, même quand on lit de la hard science-fiction, pour des raisons qui sont très simples, c'est que personne ne les lirait, autre que peut-être les scientifiques eux-mêmes. Ah bah oui, l'intérêt de la science-fiction, c'est pas d'assommer les gens avec des choses qui sont très techniques, non, l'intérêt c'est de les faire voyager, c'est de les faire rêver dans des mondes de possibilités, dans des univers même, je dirais, de possibilités infinies. Écoutez, là, je pense avoir fait le tour de la question. C'était des très beaux mots de la fin, en tout cas, ta phrase sur l'infinité. Moi, ça m'a bien plu, ta chronique. Si je peux me permettre, en guise pas de conclusion vraiment, mais comme vraisemblablement, c'est probable que je revienne. Du coup, à l'avenir, mes interventions, elles porteront sur des sous-genres de la science-fiction. Cool. Ouais, alors c'est compliqué parfois, parce que ces sous-genres, ils sont pas absolus, on peut pas dire qu'un bouquin soit uniquement de l'anticipation ou uniquement du space opera.
Le problème de la définition de ces sous-genres, c'est qu'ils sont souvent mélangés dans une seule et même œuvre. Bah c'est ça, et puis de toute façon, si je peux me permettre, même intrinsèquement, quand on dit qu'une œuvre c'est une œuvre de science-fiction ou que c'est de l'anticipation, etc., les genres sont tu peux mixer les genres les uns avec les autres, tu peux faire de la science-fiction romance, de la science-fiction policier, de la science-fiction fantastique, en fait tu peux tout mettre dans un checker géant et faire une œuvre à part entière qui n'est pas forcément affiliée à un genre en fait. Je pense que c'est aussi ça un peu la beauté des différents médias de nos jours, c'est que en fait t'es plus obligé de suivre les codes d'un genre, tu peux tout mélanger et faire une œuvre belle tout court. Ah oui, et puis même quand on parle de grands classiques de la littérature, enfin je veux dire aujourd'hui, et c'est très bien que t'en parles parce que j'allais complètement oublier de le dire, donc si j'ai le temps, je me permets peut-être cette dernière réflexion. Ça m'est quasiment jamais arrivé de tomber sur quelqu'un qui dise j'ai jamais lu de titre de science-fiction, j'aime pas ça, j'en lis pas ou j'en regarde pas, peu importe le médium utilisé. Mais même les gens qui pensent ne pas avoir lu de science-fiction, en fait, dans la majorité des cas, je pense, ont déjà lu, sans le savoir. Bah, clairement, quelque chose qui est de la science-fiction. Je peux vous citer 2 grands classiques de la littérature que beaucoup ont lu. Moi j'en ai lu qu'un sur 2 il y a longtemps. Bah bien sûr, alors déjà Jules Verne avec 20 milieux sous les mers, inévitablement. Ah bah ça c'est les prémices de la SF quoi, c'est fou. Ah mais oui, mais tout à fait, et même plus ancien. Plus ancien, Frankenstein. Et ben voilà, bien sûr, les grands classiques. Pardon, je te vole les trucs. Non, mais en même temps, je prends pas beaucoup de risques, hein. Je cite les grands classiques, mais. Elle a aussi, c'est Marie Shelley, hein, si je dis pas de conneries. C'est Marie Shelley. Elle a aussi fait un truc d'anticipation avec un homme qui se retrouve seul sur Terre après. Ouais, le dernier, j'ai du post-apo. Ouais, c'est un des premiers romans post-ap, et on en ça parlera incroyable, aussi ça, quand je parlerai du post-ap, mais voilà, c'est quelque chose, faut pas oublier que, par exemple, Frankenstein ou le Prométhée moderne, ça a été écrit au tout début du 19e siècle. On est dans la première moitié du 19e siècle. C'est, pour la date de parution, si je me trompe pas, c'est 1820 ou 21. Donc c'est très ancien, et c'est de la science-fiction. Alors malheureusement, je pense pas avoir le temps d'expliquer pourquoi Frankenstein, c'est de la science-fiction, pourquoi dans le milieu sous les mers, c'est de la science-fiction. Tu pourras regarder ça pour une prochaine chronique. Peut-être pour le faire, ouais, pour une prochaine chronique. La vieille science-fiction. Ouais, je ferai ça d'ailleurs, très bien, merci. Mais c'est de la science-fiction. Dire que c'est du steampunk en fait, presque. Voilà. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode dans son entièreté sur toutes les plateformes de podcast existantes. Le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre petit Facebook pour pouvoir nous suivre. Puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous balader un petit peu partout sur la chaîne parce que figurez-vous que vous y trouverez des tas de choses diverses et variées. Puisque vous l'avez compris, ici en fait, on parle de tout, mais on parle surtout de rien.